Non, non, mais je pense qu'il y a un faux contact dans le câblage. Donc, comme je disais, je suis Jean-Patrice Zerflidet, je suis responsable de la société Covaloris. On est spécialiste en, disons, on va dire, dans l'intelligence artificielle. Je suis docteur en intelligence artificielle. Et donc, on accompagne la société Latou dans la mise en place d'un chatbot qui permet, il va expliquer ça mieux que moi, Nicolas va expliquer ça mieux que moi, qui va permettre de répondre à un certain nombre de questions sur les avantages collaborateurs. Donc on intervient dans ce contexte-là avec un de mes collaborateurs qui est Jean Delahousse, qui est en charge. Bon, il devait être là et faire la présentation, donc je le remplace au pied levé. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai comme autre casquette? Je suis aussi responsable de l'équipe transformation numérique pour l'université PSL Paris-Dauphine et en charge de ce qu'on appelle nous aussi le tuteur virtuel, donc qui est aussi basé sur une base GraphDB derrière pour assister les étudiants dans leurs apprentissages. C'est pas le sujet de la réunion d'aujourd'hui, mais je voulais en faire part. Donc dans ce contexte, je passe la main à Nicolas qui va vous présenter la solution, sa vision. Je reprendrai un petit peu sur la partie technique et puis après, si on a de la chance, on aura le droit à une petite démo. Voilà. Merci. Merci Jean-Patrice. Bonjour à tous. Donc moi je suis Nicolas Verschave, je suis un des 4 cofondateurs de la société Latou. Moi il y a encore quelques mois, l'intelligence artificielle c'était complètement nouveau. On s'y est mis très vite dans la genèse de ce projet, parce que Latou c'est une toute jeune entreprise, hein, on n'a même pas un an d'existence, mais on avait besoin de se faire accompagner par les équipes de Jean-Patrice. Alors peut-être pour remettre du contexte par rapport à ce projet intelligence artificielle, c'est de comprendre aussi peut-être notre métier. Nous, on fait en quelques mots. Moi, je m'adresse essentiellement à tout ce qui va être chef d'entreprise, DRH, RH, et également tout ce qui est collaborateur. Et Latou est une application qui fonctionne sous forme d'un agrégateur qui a pour mission de mettre en lumière tous les avantages collaborateurs ou plus largement toute la partie rétribution à destination des salariés pour finalement permettre à un collaborateur de comprendre sa rémunération et de se dire finalement dans ma boîte il y a plein de choses qui existent où je suis chef d'entreprise, je mets à disposition plein d'informations ou de dispositifs légaux ou que je souhaiterais mettre en place par moi-même. Donc l'idée était de finalement de mettre tout ça au même endroit dans cette application et de permettre finalement que soit je suis collaborateur ou salarié d'avoir une vision dynamique de ma rémunération et de tous les avantages qui vont avec. Donc, ouais, alors en fait, il y a trois aspects sur cet agrégateur. Nous, notre mission était de dire, ok, je regroupe tout, j'explique et je valorise. Quand j'explique, je donne des définitions, hein, tout simplement, mais il y a plein de collaborateurs, quand on parle de titre restaurant, ok, on pense que c'est quelque chose qui est indu dans l'entreprise, c'est pas le cas. Il y a des investissements qui sont faits par l'entreprise, ou si on parle d'intéressement pour les entreprises, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, parfois les salariés se disent, tiens, j'ai quelque chose qui arrive tous les ans, mais je l'utilise pas forcément correctement. Donc il y a plein de dispositifs aujourd'hui, on en a recensé plus d'100. Donc, et à partir de ce qui veut dire que plus d'100 de dispositifs, beaucoup de sources d'informations, notamment liées à des données légales et sectorielles. Et pour finir sur notre outil, au-delà d'être une application, on a également une solution de paiement. Dans lesquels on permet en fait à un salarié d'avoir une carte multi-avantages intelligente. Si l'entreprise lui met à disposition du cadeau, du titre restaurant, de la mobilité, tout ça, il peut le piloter à partir de cette solution et intégrer dans l'application, et aussi d'autres services qui existent. Alors, pour faire la bascule par rapport à notre activité et pourquoi l'IA, c'est vrai qu'il y a encore quelques mois, je vous dis en introduction, je ne connaissais pas trop. Moi, finalement, j'ai découvert quand ça a explosé en tant qu'utilisateur lambda il y a un peu plus d'1 an. Mais vraiment très vite, quand on a commencé à préparer le contenu de l'application, on s'est vu, en fait, nous aujourd'hui, moi je suis pas, on est dans l'équipe, on n'est pas du tout juriste. On vient de l'univers des avantages collaborateurs et on s'est tout de suite rentré dans des données qui sont finalement très sectorisées, qui évoluent tous les ans. Qui sont à la fois pilotées par la loi, par les conventions collectives, par des accords de branche, mais aussi par des actions qui sont faites dans l'entreprise en elle-même ou des salariés. Donc on avait besoin de bien se border, de bien connaître, de maîtriser cette donnée. Donc on a analysé
finalement, très rapidement, on essaie de déterminer quels seraient les cas d'usage qui pourraient être utiles pour l'atout et surtout pour nos clients finaux, le RH ou le salarié, et comment rendre cette expérience plus simple que d'aller sur un Légifrance ou ce genre, ou d'aller sur service public. Et encore, service public, c'est plutôt bien foutu leurs articles, et donc le rendre la chose plus attractive et apporter de la valeur ajoutée. Donc, on a décelé avec les équipes de Jean-Patrice 6 projets dans lesquels on va utiliser de l'intelligence artificielle. Les premiers, ce que je vais associer, le premier, c'est l'interprétation des données. C'est d'être sûr finalement qu'on a la bonne connaissance et elle vient des bonnes sources et qu'elle est réactualisée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend sur les solutions de marché, pour citer ceux qu'on utilise, OpenAI, Gemini ou autres, finalement, ils ont de l'information, mais jamais vraiment à jour, où il y a parfois ce qu'on appelait, que vous savez peut-être encore mieux que moi peut-être, mais tout ce qui est hallucination et mauvaise interprétation. Et quand moi je veux donner de l'information à un RH, faut que je sois sûr de cette donnée. Et l'idée aussi, c'est une fois que j'ai toutes ces données, c'est de les rendre facilement accessibles au travers d'un chatbot qu'on propose, alors qui sera lancé d'ici la fin de l'année auprès de nos clients pour facilement contextualiser. Et moi, je suis chef d'entreprise, je suis pas juriste, je veux poser des questions autour de l'univers des avantages collaborateurs et de la rémunération, et que je puisse avoir des réponses qui soient intelligibles et exploitables au travers de notre application. Et après, ça va au-delà de simplement d'avoir de l'information et de poser des questions. C'est aussi d'utiliser finalement toutes les datas sectorielles, les datas qui sont aussi liées à alors quand je dis sectoriel, c'est d'un secteur, ça pourrait très bien être, j'ai des clients aujourd'hui, on a pas mal de clients dans l'univers du Syntec, donc de pouvoir apprendre des comportements des entreprises, comportements des salariés autour de ces secteurs d'activité pour pouvoir le comparer avec mon client qui vient utiliser l'atout et de pouvoir lui faire des recommandations. Donc c'est pas uniquement se coller au texte, c'est aussi se coller à une réalité du marché, du secteur dont je corresponds. Et donc, là-dessus, c'est aussi d'y associer tout ce qui va être mécanique pour optimiser la gestion de mes avantages et de ma rémunération avec des outils de simulation et aussi d'analyse prédictive grâce à cette data. Donc on a aujourd'hui, on est sur les sujets 1 et 2 sur lesquels on travaille actuellement, et d'ici la fin de l'année, on sera déjà sur les projets 3 4 à suivre. Voilà un peu sur le contexte, en tant que finalement utilisateur, client final, donneur d'ordre pour cet outil. Je vais laisser la main à Jean-Patrice. Oui, Jean-Patrice, c'est pas Jean, comme indiqué sur le slide. Il me fait peur cet outil quand même. Hein. Je sais pas s'il y a de l'IA dedans, mais en tout cas, c'est pas très rassurant. En tout cas, pour revenir sur le contexte, qu'il faut bien voir, et comme le disait Nicolas, c'est qu'il n'a pas le droit de mettre entre les mains de ses clients un chatbot basé sur l'IA qui donne de mauvaises réponses. Il n'y a pas de discussion sur le sujet. Donc, dans la première phase, ça va d'abord s'adresser aux collaborateurs pour qu'ils puissent valider qu'il n'y a pas d'erreur, et ensuite, dans un deuxième temps, sur les clients. Donc cette phase, il y a une première phase qui est importante, qui est vraiment de pouvoir valider qu'il n'y ait pas de souci. Maintenant, comment contrôler ces hallucinations ou faire en sorte que les réponses soient pertinentes? Donc comme je ne sais pas, après, je ne connais pas vos connaissances sur la partie LLM et autres ChatGPT-like, mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'il y a trois fonctionnalités intéressantes et importantes dans un LLM. La première fonctionnalité, c'est la détection d'intention. Ça va. On veut bien le garder. La deuxième fonctionnalité, c'est l'utilisation de ses connaissances intrinsèques pour répondre. Là, ça commence à se gâter. Si on se base sur ses connaissances intrinsèques, forcément, quand on est dans le domaine réglementaire où il y a des chiffres ou des choses qui sont valides, comme ça répond, en tout cas ça renvoie à des informations qui sont statistiquement les plus proches, disons, qui moyennisent en quelque sorte et qui donnent les réponses les plus proches de ce qu'il en est, forcément, une nouvelle loi qui vient de passer avec un nouveau taux, par exemple pour les tickets restaurants, statistiquement, le nouveau taux ne va jamais ressortir. Donc il y a des erreurs de ce côté-là. Et la troisième capacité, c'est la capacité de générer du texte compréhensible à partir de données et de l'intention qui avait été donnée initialement. Donc tout l'enjeu que l'on va mettre en place, c'est comment faire en sorte de garder la fonction 1 et 3, qui sont la détection d'intention et
la génération de contenu, tout en se basant sur une base de connaissances qui, elle, est fiable. Donc en désactivant complètement les capacités, les connaissances intrinsèques du LLM. Donc tout le travail est là, donc c'est un travail de prompt engineering ou de prompt, on fait, voilà, on part ce qu'on veut. Mais après, il y a tout un autre travail qui est plutôt le sujet pour lequel on est ici, qui est de comment je formalise la connaissance pour qu'elle soit utilisée par le LLM dans le contexte prévu. Alors, là c'est là où Jean intervient, c'est sur la partie comment je formalise ce graphe de connaissances. Franchement, ça commence à devenir très désagréable, cette histoire. Mais maintenant, je sais comment faire. Je ne sais pas pourquoi l'Android, il veut absolument reprendre la main sur la présentation. On ne lui a jamais rien demandé. Ça ne peut pas être une IA, parce qu'une IA n'a pas d'intention. Donc, du coup, ça ne peut pas venir d'elle. Donc voilà, donc l'idée c'est il y a des avantages sociaux qui alimentent des comptes d'épargne, qui vont se baser sur un contexte d'entreprise, sur des historiques, des variables, etc. Donc tout l'enjeu, ça va être de partir de ces connaissances qui sont extra-entreprises et de les mettre en forme. Donc il y a d'abord un travail manuel qui a été effectué, qui a été effectué par les équipes de Nicolas, dont le but était en fait d'extraire les informations pertinentes à partir de tous ces textes de loi. Alors effectivement, on peut se faire aider par le LLM lui-même, il y a tout un travail qui peut être fait dessus, mais ce que l'on constate dans tous les cas, c'est que ce qui ressort comme connaissance intrinsèque, c'est faux, et c'est pas exploitable. Donc du coup, il y a une formalisation. Donc il a été décidé de formaliser ça sous forme de... En fait, on a un fichier RDF qui va permettre de formaliser ces connaissances et qui va être ensuite digéré par le système. Donc je pense que vous connaissez l'état actuel des lieux avec on-to-text, donc on est obligé de passer par une base vectorielle. Donc du coup, il y a un graphe qui met à jour une base vectorielle qui est elle-même utilisée par le LLM. Je pense que vous connaissez bien ce schéma. Donc on a mis ça en place, bien sûr on a d'autres tests. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce travail que l'on fait est un travail de maturation et itératif. C'est-à-dire qu'en fait, pour en arriver là, il y a besoin d'à côté d'une maturation de l'équipe de l'Atout, parce qu'on part forcément avec des connaissances qui sont assez exogènes au sein de l'entreprise. Après, on travaille sur quand même un socle technique qui est comme en constante évolution. Aujourd'hui, on essaie de construire des gratte-ciel sur du sable mouvant. Il faut être très clair, ce que je dis aujourd'hui sera peut-être complètement faux demain. Le schéma que je vous présente là, j'espère que dans 2 semaines, il sera complètement faux avec la nouvelle version qui va d'interaction avec les graphes de connaissances qui vont être fournis par on-to-text. Je ne sais pas, on dit on-to-text. Ok. Donc dans ce contexte-là, c'est toujours assez difficile de construire quelque chose de solide et de sérieux dessus. Donc à un moment, il faut qu'on arrête une technologie, on arrête un socle et on avance avec ça. Quand on voit l'annonce qui a été faite par ChatGPT, il y a 2 jours, il y a 2 jours sur le fait que maintenant on peut discuter directement avec... Bon, il n'y a pas les API, donc on n'est pas encore concerné, mais ça va très très vite. Donc dans ce contexte-là, on a mis en place donc une infra, on a intégré le RDF, on a fait le graphe de connaissances, on a intégré le chatbot dans l'interface de l'Atout, de l'application l'Atout, qui permet, outre le tableau de bord que l'on voit ici, avoir directement une possibilité d'interroger la base de connaissances sur les avantages et qui va reprendre les 6 points dont parlait Nicolas tout à l'heure dans son slide sur tous les axes qui vont être nécessaires au fur et à mesure qui vont être mis à disposition. Donc là, je vais repasser la main. Alors, juste un dernier point. On travaille dans le contexte en partenariat avec le Hub Francia, je ne sais pas si vous connaissez, et la BPI, qui accompagne grandement les entreprises dans la mise en place d'outils autour des données et de l'IA. Sachant ce que vous voyez là, tiens Nico, je te passe le micro parce que si tu n'as pas le micro. Ouais. Alors, juste que vous voyez, bon là c'est vrai que dans l'écran le chatbot est pas du tout mis en avant parce qu'on est dans une version, on est encore en mode POC, donc on a encore là des quelques évolutions à mettre. La priorité sur les 2 prochains mois, c'est d'être sûr que finalement à partir des données qu'on aura encore fait évoluer, être sûr que les questions correspondent aux réponses qu'on attend, pour être sûr de pouvoir faire nos simulations. Donc finalement là, là vous avez quelques exemples qui ont été qu'on a remis un peu en forme sur, mais finalement aujourd'hui on a calé un certain nombre de data
sur lesquels on veut être maître, que ce soit notamment tout ce qui est notion de taux, de montant, parce que c'est des variables sur lesquelles, comme tu disais, Jean-Patrice, les LLM du marché sont souvent un peu en retard. Donc, il faut pouvoir cadrer tout ça et de pouvoir ordonnancer les réponses telles que l'on souhaite. Et après, finalement, les LLM vont nous aider à rendre la réponse un peu plus intelligible. Là, on est sur des versions encore, je dirais, prémices dans le travail. Ça sera pas la version, bien évidemment, livrée à l'utilisateur final. Mais ça, déjà, pour nous, en tant qu'équipe en interne pour les experts, ça permet déjà d'orienter les recos qu'on pourrait faire à nos clients. Donc, ce qui est important, c'est vraiment ces notions de chiffres que l'on voit un peu partout, en fait. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui soit faux pour que pour que son entreprise soit complètement décrédibilisée. On a vu quand même pas mal d'entreprises qui ont enlevé leur chatbot parce qu'ils ont répondu des erreurs à leurs clients. Donc, il faut faire très attention à cette partie-là. C'est pas le micro, mais... Ouais, je voudrais juste rajouter qu'en fait, ces données-là... Non, mais c'est juste parce que ces données-là, on les utilise, certes, c'est certes de donner de l'information juridique, mais c'est pouvoir les utiliser pour en faire des simulations. Donc, si les montants de base sont pas bons, si on a une promesse de dire mais développer les avantages collaborateurs, ça va vous coûter moins cher et vous permettrait d'avoir un meilleur pouvoir d'achat pour vos collaborateurs, si le budget du RH est faux dès le départ, c'est pas bon. Voilà, mais en tout cas, la solution telle qu'on l'a montée a été benchmarkée par les équipes de l'Atout par rapport à ce qui se fait dans le marché. C'est-à-dire en disant, voilà, ChatGPT 4o, comment ça répond à la même question, comment avec le même contexte, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il y a eu les réponses étaient pas très bonnes. Et l'expérience la plus marrante qu'on a eue dernièrement, sans donner le nom d'entreprise, dont c'est le métier que de faire un chatbot qui répond aux questions légales, était complètement dans le faux. Donc je pense pas qu'on ait le temps de faire directement une démo, mais bon, ça n'a pas forcément plutôt d'intérêt. Donc voilà, on a parlé un petit peu de la roadmap, donc optimiser pour obtenir des réponses encore plus exhaustives. On voit qu'il y a encore quelques petits points qui nécessitent d'être affinés. Les autres... le graphe, toujours, vu que c'est quand même un peu le cœur de l'information, comment l'optimiser, l'utiliser au mieux. Voilà, ça c'est un message direct. Ça c'est un message de Jean. Il n'est pas là ce soir, mais il vous transmet. Donc utiliser la structure directement du graphe. Et après, il y aura une question qui va se poser, qui est, une fois qu'on aura un système qui soit complètement cohérent et opérationnel, comment j'alimente ? Est-ce qu'on continue à faire une alimentation, une préalimentation manuelle, ou est-ce qu'on peut automatiser une alimentation à partir des sources ? Comme on est sur des données, ce sera peut-être quelque chose qui sera intermédiaire. On va s'alimenter, on va proposer à l'Atout, est-ce que c'est bon qu'on change ce taux-là ou pas, avec une validation human in the loop, comme on dit d'un point de vue en éthique. Donc il faut pour que ce soit validé. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? J'avais tout un slide pour présenter ma société, mais bon, après, c'est pas l'important aujourd'hui. Donc est-ce que parmi vous, il y a des questions ? On a tenu les 20 minutes. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout va bien. Il y a une question là-bas. Moi, j'ai deux questions. Vous avez parlé de prompt engineering pour dire à l'IA, ou lui demander de ne pas utiliser ses connaissances intrinsèques. Vous n'utilisez que le graphe, en fait, c'est ça ? Oui, ou graphe, ou ce qu'on veut. La base vectorielle. Dans ce cas-là, oui. On lui dit ça comme ça, et elle comprend. Alors, c'est à peu près, on lui dit à peu près comme ça, ouais. Alors après, on peut mettre en place, tout est un système de multi-agents, avec un agent qui va lui chercher l'information, préparer une réponse, et avoir un autre agent qui est un agent de comment on appelle ça, de vérification, ou qui va regarder si la réponse reste conforme au prompt. Donc il y a plein de mécanismes qui peuvent être mis en place. Le mécanisme le plus simple, qui est je pose la question et qui est bien encadré, a tendance à quand même bien fonctionner. Voilà. Après, on rajoute d'autres outils qui permettent, comme Langfuse et autres, qui permettent de surveiller les prompts, de surveiller, de tester les injections de prompts. Il y a plein d'éléments de sécurité qui doivent être ajoutés en dehors du schéma purement fonctionnel qu'on a montré tout à l'heure. C'est pas aussi simple que ça l'est. Effectivement, ça semble simple. On va sur certains sites, on clique en 3 minutes, on a son chatbot, on a mis des documents dedans et ça semble magiquement fonctionner. Et on s'aperçoit vite, au bout d'un certain temps, que ça atteint ses limites
limite et qu'on peut difficilement personnaliser si on en a besoin. Alors effectivement, si c'est juste pour répondre à 3 questions qui proviennent d'un fichier Word, bon, en général, ça passe. Mais voilà. Après, il y a plus les enjeux de le prompt. Est-ce qu'on a le droit qui diverge de ce qui est nécessaire? Moi, par exemple, quand je travaille sur Dauphine, c'est un peu le même problème. Je peux pas me permettre que l'étudiant ait une fausse information. Parce qu'après, il peut se retourner contre l'université en disant « moi, on m'a dit ça, et quand je l'ai mis dans ma copie, j'ai pas eu mes points, j'ai pas eu mon ECTS, j'ai pas mon diplôme ». Mais ça, c'est au tribunal. Hein. Voilà. Donc on n'est pas dans « je m'amuse dans mon coin à faire des choses ». La deuxième question, c'était sur le degré de détail, le niveau de détail du graphe que vous modélisez. Ça descend jusqu'au taux, on va dire ce taux-là sur ce truc-là, de telle date à telle date, il était comme ça, et ça va jusqu'à ce niveau de détail. Oui. Alors après, c'est peut-être pas jusqu'à celui-là, mais selon les cas, ça va plus ou moins loin. C'est pas juste, il existe des tickets restaurants, débrouille-toi avec ça. Il existe des tickets restaurants, le taux est de temps, et d'après la loi, il y en a que ce pourcentage-là qui passe en haut de feuille de paye, et cette partage-là qui passe en bas de feuille de paye, qui a un avantage en nature, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller au graphe au plus proche de la précision du besoin. Si je prends par exemple, et qui est un petit peu à l'opposé la partie Dauphine, le graphe, l'ontologie qui sert est relativement simple. J'ai des objectifs pédagogiques, des activités associées. Et après, le détail est dans l'activité ou dans l'objectif. Mais que ce soit un cours de maths ou un cours d'anglais, c'est la même ontologie. C'est pas le même graphe, mais c'est la même ontologie. Oui ? Qui est-ce qui fabrique l'ontologie que vous utilisez? Alors là, on la fabrique à la main et on essaie de se faire aider après avec les outils. Mais dans tous les cas, je vais dire que c'est manuel, c'est fait de manière manuelle, mais accompagné. C'est-à-dire qu'on utilise des outils, en fait, comme on devrait toujours utiliser un outil comme ChatGPT, c'est-à-dire que c'est l'expert qui l'utilise. Faut que ce soit quelqu'un qui sache de quoi on parle. Sinon, on se retrouve avec des ontologies qui n'ont pas de sens ou des réponses qui vont être complètement incohérentes. D'autres questions? Oui. L'architecture que vous avez présentée ressemble à l'architecture d'un GraphRag, mais vous n'avez pas dit mot, donc vous voulez vérifier que c'était effectivement ce que vous avez utilisé. Surtout que vous mentionnez la technologie GraphRag du texte. Alors, pour moi, c'est un terme marketing, donc ça c'est encore autre chose, GraphRag, qui a été repris par Microsoft et qui maintenant, dès qu'on parle de GraphRag, on pense Microsoft, on pense pas à la réalité de ce qui est derrière le mot, en toute transparence. Maintenant, oui, c'est un GraphRag, parce que, en fait, c'est pas vraiment un GraphRag, parce qu'on passe par une base vectorielle. Oui, c'était ça ma question. Donc la vraie question qui est derrière, si on est des puristes sur le sujet, ce n'est pas un GraphRag, c'est document, ontologie, vecteur, LLM. Si c'était un vrai GraphRag, ce serait base graphe de connaissances LLM, directement connecté, qui va interroger dessus. Et du coup, avec un graph search. C'est ça ma deuxième question qui était induite, c'est comment l'information est transmise au LLM. Est-ce qu'elle est transmise, parce que souvent dans les architectures RAG un peu plus larges, c'est transmis sous la forme d'un texte. C'est-à-dire qu'il y a une retranscription en texte, quelle que soit la manière dont ça a été stocké avant, pour le mettre dans le contexte de prompt, avant de le refournir à l'élève. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, je pense, avec Ontotext. Voilà, nous, de toute façon, le prompt, il va chercher l'information, il reçoit une information, on dirait, entre guillemets, en format humanisé, quelque part. C'est-à-dire qu'on fait de la programmation humaine maintenant avec les LLM. Donc oui, ça repasse par cette étape-là. D'ailleurs, une des problématiques qu'on a eues était d'utiliser une base de données. C'est-à-dire qu'au début, dans l'ontologie, il y avait juste des chiffres et un peu comme une table et des colonnes. Et le LLM, il est complètement paumé avec ça parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la colonne. Donc il a fallu rajouter des explications au système pour qu'il puisse répondre correctement et interpréter correctement les données qu'il recevait. C'est pas juste j'ai mis une table avec un fichier Excel CSV avec des colonnes, colonne 1, colonne 2, colonne 3. Lui, colonne 1, ça veut rien dire du tout pour lui. Sauf si je lui dis la colonne 1 correspond au taux financier de ceci, de cela, etc. Et là, c'est réutilisé. Si je peux me permettre, il y a une présentation qui va mieux expliquer le GraphRag. Voilà, donc j'imagine qu'il y a donc des experts dans la salle qui sont bien meilleurs que moi sur le sujet. Mais voilà, en substance, pour répondre à la question du GraphRag, aujourd'hui, c'est pas
En tant que puriste, je ne peux pas dire que c'est un graph rag. Ça va le devenir dans 2 semaines, si j'ai bien compris. Ouais. Techniquement, c'est un vecteur rag, mais il y a un graph rag qui s'en vient maintenant. Donc, j'expliquerai la différence. Voilà, donc il y a cette notion-là de graph rag. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aussi sur le multi-agent, il faut faire attention parce qu'on peut aussi parler de graphe, parce qu'on a des multi-agents en mode graph, donc LangGraph par exemple. Et là, donc, on a un graphe qui gère les agents qui vont interagir LLM, qui n'ont rien à voir avec le graphe ici qui est utilisé pour la connaissance. Donc ça peut induire en erreur, et puis on peut être aussi induit de gens qui disent oh, je fais du graph rag, oui, parce que j'utilise LangGraph. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Voilà, merci beaucoup. On a presque atteint les 30 minutes.